bande, des apparts, le mien souvent où on échange sur les sujets qui chatouillent les cerveaux de notre génération, jeunes et un peu moins jeunes. Et un épisode, c'est quoi ? C'est un échange avec un ou une invitée que je connais de près ou de loin, sur un parcours de vie, une idée, une histoire. Bienvenue dans Bande à part. Bande à part. Hello Camille, très heureuse de t'avoir pour ce nouvel épisode. Salut. Comment tu vas aujourd'hui ? Ça va bien, et toi ? Ça va très bien, écoute, j'ai failli rater le couvre-feu, donc on a décalé le début de cet épisode pour tout dire, donc un peu de stress, mais ça va. Ça va, c'est pas grave. Ouais. Et je ne t'en veux pas. Pour être franc aussi, on raconte tout sur Bande à part. On a eu un petit bug lors de l'enregistrement En fait, on a fait un premier essai et on ne sait pas pourquoi, s'il y a des pros du podcast technique, on ne sait jamais, des techniciens sur Bordeaux. Appelez-nous les gars. J'ai fait un petit signe. C'est pas grave, ça fait une répétition. C'est ça, au moins là on est prête, carrément prête, et pas des prêtres, hein, parce qu'on ne s'est pas encore reconverti. Enfin, tu pourrais être Es-tu une prêtresse ? Serais-tu une sorcière ou une prêtresse, tiens ? Ah, sorcière. On avait parlé Mona Chollet la dernière fois. Ouais, non, mais en plus, je pense à ça parce qu'en fait, je suis en train de finir la saison 4 des Nouvelles Aventures de Sabrina sur Netflix, disponible depuis, je ne sais plus quand, janvier peut-être. Tu l'as vu ou tu l'as pas vu ? J'ai pas du tout aimé le remake. Ah, mais tout le monde me dit ça. Enfin non, pas tout le monde, j'exagère. Moi, vraiment, Marseillaise, Sophia. Tout à l'heure, une fille m'a dit qu'elle avait pas aimé non plus. Mais donc, non, mais moi, je suis team la série, tu sais, qui passait sur KD2A, là. Mais tu regardais celle-là ? Mais je suis la seule. Mais je te jure, je l'ai jamais vue. Je ne l'ai jamais Avec vue. Salem, j'avais une peluche, Salem. Oh, t'imagines ? Mais il parlait aussi. Non, lui, il parlait. Celui de la série, il parle pas. Il fait juste miaou miaou. Bah voilà, rien que ça, c'est nul. Ouais, mais je sais pas, il était peut-être... Là, il est sombre, hein, mais en même temps, c'est bien, tu vois, c'est un peu badass, c'est assez féministe. Vraiment, si je devais faire une review de cette série, j'aimerais bien. Enfin, je veux dire... Ouais, mais moi, j'aime pas trop tout ce qui est univers fantasy, etc. C'est peut-être pour ça, hein. Je suis pas très objective. Ouais, c'est vrai que ça avait l'air plus genre une série B en mode fleur bleue et tout. J'avais l'impression que c'était plus chill. Tellement ! C'est ça. Ouais, et en plus, il faisait un magazine avec plein de tutos beauté. Mais non. Et je pense que c'était les préludes de ma vocation. Oh, mais tu sais que j'adore... On en parlait d'ailleurs avec des potes la dernière fois. Enfin, des voisins qui sont devenus des potes. Donc, si vous nous écoutez, coucou les voisins qui sont devenus des potes. J'adore mes voisins. J'adore tous mes voisins de la résidence. Non, c'est faux. Mais... En fait, on parlait, tu sais, des magazines Picsou et tout. C'est incroyable, ces magazines. Maintenant, c'est 10 €, donc tu peux plus te les acheter. Puis moi, j'assume pas trop. Non, si, j'assume complètement d'aller me les chercher au tabac, mais je trouvais ça tellement stylé, petite, et j'aimerais bien qu'on réhabilite, tu vois, ce type de magazine, parce que vraiment, c'est sous-coté les gars. Enfin bref, on est dans le thème, hein. On est complètement dans le thème. Voilà, même je t'ai fait la transition là, tu vois. Petite transition sympa, parce qu'aujourd'hui, on va parler du monde du journalisme, et plus précisément du fait d'être journaliste, car qui es-tu ? Je suis Camille, et je suis journaliste. Ah, j'adore, ça pourrait faire grave, tu vois, un teasing, un petit trailer, une petite bande-annonce. C'est ça, avec la vidéo où je croise les bras, tout ça. Grave, avec ton stylo qui apparaît de nulle part, et Salem derrière, du coup, pour la petite référence. N'importe quoi. Ça part tout de suite très loin dans cet épisode, on le voit. Nous sommes en forme aujourd'hui. Et du coup, ça te fait quoi déjà d'être interviewée ? Parce que, comment tu te sens en fait là ? Du coup, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Donc ça va mieux. La première fois, je stressais un peu. Parce que j'ai l'habitude de poser les questions, mais jamais d'y répondre. Et ça fait quoi du coup ? Tu dois te dire, waouh, déstabilisant. T'as peur ? T'as peur d'être surprise ? Ah ouais, je te l'avais dit d'ailleurs. Je t'avais demandé si j'avais le droit à quelques pistes de questions, etc. pour savoir ce que j'allais dire, etc. Et je t'ai dit que ça me faisait bizarre d'être à cette place-là, parce que d'habitude, quand les interlocuteurs me demandent les questions en avance, je rage, je ne veux pas leur donner les questions. Mais maintenant que je suis à leur place, je comprends leur situation. Et je serai plus gentille avec eux à l'avenir. Non, mais j'avoue que là, tu me disais quelles sont tes questions, et dans ma tête, j'étais en mode j'ai pas encore préparé ces questions, donc je me disais je vais improviser. C'est pour ça, j'étais un peu en stress en mode... Mais toi, c'est ça, t'as la pression d'être jugée par la journaliste. Mais c'est ça, je me suis dit, elle va se dire, mais quelle débutante. Et moi, à côté, j'étais en mode,
Oui, voilà 3 idées de questions. Tu sais, je les ai carrément inventées sur le coup, j'étais comme ça. Non, mais j'avais des idées, mais peut-être pas hyper précises, et je me suis dit, oh là là, en fait, je pourrais jamais... Enfin, si j'avais voulu, parce qu'à un moment, j'ai voulu devenir journaliste, on en parlera tout à l'heure, parce que du coup, toi, tu le sais, moi, je le sais, mais les gens qui vont nous écouter ne le savent pas forcément. Bon, si tu fais ce podcast, c'est pas pour rien. Ouais. Mais bon, pour moi, c'est pas forcément du journalisme. Et tu vois, là, encore un autre sujet dont on parlera tout à l'heure, la limite entre journalisme et communication, quelles sont les différences, en fait? Vaste sujet. Ouais, mais je ne sais plus ce que je disais, du coup, c'est super, parce que tu vois, moi aussi, je me perds. Je me perds vite. Mais tout ça pour dire qu'en fait, non, je me suis dit, waouh, j'aurais jamais pu être journaliste si j'avais voulu le faire. Parce que je me suis dit, je manque d'organisation. Elle va se dire, ça y est, c'est n'importe quoi ce qu'elle fait. Mais non. Mais non, j'adore ton podcast. Je les écoute tous. Merci. Je suis hyper indulgente. Trop chou. Mais bon, revenons au sujet. Cessons de parler d'amour. Non, j'aime bien l'amour. Ouais, surtout que c'est bientôt la Saint-Valentin. Désolée. Je dérive, je dévie de sujet complètement. Ah oui, mais évitons ce sujet. Mais on va parler déjà comment tu es devenue journaliste. Est-ce que tu peux nous raconter comment la petite Camille est devenue journaliste? La toute petite Camille, alors, parce que j'ai voulu être journaliste très jeune. Je pense que c'est d'ailleurs le premier métier que j'ai voulu faire, en fait. Dès le début, quand on me posait la question, c'était journaliste. Et tout ça parce qu'en fait, au début, quand j'étais petite, j'écrivais toujours des histoires. Je faisais mes petits bouquins illustrés, etc., avec mes propres dessins. Et puis quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que j'avais plus d'imagination. Et je voulais quand même avoir ce lien avec l'écriture. Et donc, je me suis dit que pour continuer à écrire, il fallait que j'écrive sur la vraie vie et la vie des autres. Donc, c'est comme ça que j'ai voulu être journaliste. Et puis, on parlait de l'organisation. Moi, je suis quelqu'un de super organisé. Du coup, toute petite, j'avais déjà tout tracé. Et ça s'est à peu près passé comme prévu. C'est-à-dire que j'ai fait mon bac. J'ai passé un bac L. J'ai passé ensuite une prépa. Donc, prépa littéraire. J'ai fait ça une dans année le Nord, d'université. Je précise un peu parce que les gens ne savent pas forcément, ils vont se dire mais qui est-elle? D'où vient-elle? Je suis lilloise. Donc dans le Nord, à Valenciennes plus précisément. Prépa à Valenciennes aussi. Une année de fac en anglais à Valenciennes aussi. Et après, je suis allée à Montpellier pour mon école de journalisme, qui est une filiale de l'EHJ Lille. À Montpellier? Ouais. Waouh, super. L'EHJ Pro, c'est à Montpellier. En fait, ils ont 3 centres. Il y en a un à Lille, un à Paris et un à Montpellier. Tu passes le concours à Montpellier et ensuite, selon ta date de rentrée, il y a plusieurs promos par année. Et selon ta date de rentrée de promo, on t'affecte soit à Lille, soit à Paris, soit à Montpellier. Je m'étais inscrite en espérant atterrir à Lille. Et non, on m'a mis à l'autre bout de la France. Ah, yes. Et du coup, tu as fait une alternance là-bas pendant ces petites années? J'ai alterné entre Lille et Montpellier. Parce que, du coup, tu avais 2 apparts. Désolée, je t'ai coupé. Ah non, t'as raison de poser ces questions. Donc moi, je vivais encore chez mes parents à ce moment-là. Et l'alternance, c'était un rythme assez particulier. C'était 2 mois en entreprise, donc en rédaction, et 2 semaines en école. Ah ouais, waouh, c'est vraiment différent. J'avais fait une alternance, c'était pas ça. Hein. Mais du coup, c'est hyper professionnalisant. T'es toujours sur le terrain. Et donc, c'était plutôt pratique. En fait, je partais 2 semaines tous les 2 mois à Montpellier. Je prenais un Airbnb en coloc avec une copine. Et puis, le reste du temps, je restais chez mes parents. Ouais, c'est super bien, en fait. C'est pratique, effectivement. Je comprends. Et si je dis pas de bêtises, les écoles de journalisme, déjà, il y en a pas énormément en France. Enfin, on s'entend, je veux dire, des écoles de journalisme qui sont très reconnues. Pour moi, il y en a pas 150. Et il y a des concours surtout d'entrée. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ah bah oui, je peux en dire beaucoup. Beaucoup? Ouais, parce que j'ai passé 2 concours pour les grandes écoles. Parce que du coup, voilà, depuis toute petite, je voulais
entrer à l'ESJ Lille. Moi, je ne connaissais rien d'autre, je ne voyais que ça. En plus, c'était sur place, etc. C'était le goal, quoi. Et, c'était mon goal aussi, pour tout te dire. C'est le goal de tous les journalistes, forcément. Donc, sachant que c'est une école chère, que les concours sont payants et qu'ils sont chers aussi, et que c'est un 200 €. Ouais. Rien que le concours, rien que pour te planter ou en général. 250 € peut-être. Ouais, c'est ce genre de fourchette. Et puisque c'est un concours difficile et que je voulais absolument réussir, j'ai aussi payé une prépa pendant une année pour m'entraîner au concours. C'est un peu le prix du permis, en fait, si je dis pas de bêtises. Mais pire que ça, parce qu'en général, tu testes pas qu'une seule école. T'en testes plusieurs. Et qui sont pas près de ton lieu de domicile. Moi, après, je suis partie à Strasbourg pour passer le QEG. Donc, tu payes encore une fois le concours, mais tu payes aussi le trajet en train, l'hôtel. Quand je suis allée à Montpellier, c'était la même chose. Le concours, là, pour le coup, était gratuit. Mais il fallait que je me déplace, que je me loge là-bas. Donc, c'est un investissement. Et ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il ne faut pas forcément viser les grandes écoles. Et qu'il faut savoir qu'on peut aussi être journaliste par d'autres moyens. Il y a des licences, l'alternance, moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai déboursé 0 €. Alors oui, ça m'a coûté cher d'aller à Montpellier, mais tu as moyen de te faire défrayer par ton entreprise. L'école n'est pas payante parce que c'est l'entreprise qui paie. Et en plus de ça, tu reçois un salaire. Donc c'est tout bénef. Et comment t'as entendu parler de l'ESJ Pro, du coup? Parce que je t'avoue que moi-même, je ne connaissais pas. Alors c'est totalement par hasard. Parce que on n'en parle jamais en général. On connaît ça par le bouche à oreille. Du moins dans ma promo, c'est aussi ce que j'ai entendu parler. Je te pose 10 000 questions. Mais bonne question. On s'est tous posé cette question. En fait, j'en ai entendu parler parce que pendant l'année que j'ai passée à l'université, je me suis dégagée du temps pour faire de la correspondance de presse locale à La Voix du Nord, puisque c'est le quotidien régional. Et en fait, le principe, c'est que tu peux écrire des articles sans être journaliste. T'es payé au lance-pierre, on t'envoie sur des petits événements de pas très grande importance, mais qui peuvent boucher des trous dans la page. Et donc, ça m'a permis d'avoir un pied sur le terrain et de tester. C'est aussi super important de pouvoir tester le métier avant de s'engager dans les études et payer les concours. On en parlait dans le dernier épisode. Oui, que j'ai écouté aussi. J'ai fait un clin d'œil là, hein. Les gens ne me voient pas, mais un clin d'œil en plus trop moche parce que je sais pas faire de clin d'œil, voilà. On est deux. Une autre confession. Yes. Donc tu disais, excuse-moi. Je disais que j'ai fait de la correspondance locale et donc j'en ai fait 1 an et demi, enfin le temps de passer mes concours, quoi. Et ça m'a permis de créer des liens aussi avec des journalistes et avec le chef d'agence de La Voix du Nord. Dans laquelle je travaillais, qui m'a dit en fait, nous, on prend des alternants, il faut que tu passes par cette école, passe le concours et on te prend. Nous, on est super intéressés par ton profil. Donc, j'ai dit merci, je me suis inscrite pour passer le concours, je l'ai réussi, parce qu'en plus, il faut savoir que c'est des concours qui sont bien plus abordables, bien plus faciles. Qui demandent aussi moins de préparation, parce que c'est vrai que... Il faut de la préparation. Sur ça, mais... Ouais, mais je veux dire, l'ESJ... moi, quand on m'a dit... quoi réviser, je me suis dit mais c'est pas possible en fait, je ne dors pas, je ne vis plus, enfin ton cerveau, moi je pense pas que mon cerveau soit capable de retenir autant d'informations et franchement chapeau bas les gens qui arrivent à retenir autant de choses, même si bon, on en avait échangé la dernière fois, je suis pas sûre que le principe de bachotage soit un bon moyen d'évaluation de l'intelligence de quelqu'un. Absolument pas. Tu recraches sans comprendre. Moi, je suis incapable de te redire tout ce que j'ai appris il y a 5 ans de ça maintenant. Ça remonte à loin. On devient vieille. Non, je rigole. C'est ça. Et donc voilà, c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Sauf qu'au final, c'est pas, je n'ai pas atterri à La Voix du Nord. Parce qu'on en reparlera, mais dans les médias, les médias souffrent d'une crise économique. Et cette année-là, il y a eu un plan de sauvegarde de l'emploi à La Voix du Nord. Et pile au moment où j'ai réussi mon concours, j'ai appris qu'ils ne prenaient plus l'alternant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que surtout pour cette école, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs,
mais tu n'as pas accès aux cours si tu n'as pas trouvé de rédaction qui veut bien t'embaucher, même si tu réussis le concours. Mais après, ce qui est rassurant, c'est que ce genre d'école a des contacts et peut envoyer ton CV à plusieurs rédactions en disant voilà, on a une élève qui recherche un contrat, si vous voulez, vous pouvez toujours la rencontrer. Et c'est ce qui s'est passé. Et je travaille toujours dans le même journal depuis. Et c'est, oui, du coup... C'est un magazine économique, mais ça montre bien que quand tu commences une alternance quelque part, ça ouvre des portes. En général, on peut renouveler ton contrat, etc. Tu ressors pas sans rien, en général. Ça t'ouvre une belle porte sur le monde professionnel dans tous les cas. Totalement. Je recommande. Du coup... Tu recommandes totalement. Non, mais moi aussi, je suis... pour le coup, j'ai fait qu'une année d'alternance. Je regrette de ne pas en avoir fait plus. Mais c'est pareil, ça m'a ouvert des portes. Et pour le coup, là où j'ai fait mon alternance, j'ai fait un CDD juste après. Donc, c'est pareil. Ouais, dans la même boîte. J'aurais pas pu faire ça. C'est ça. Je pense qu'à partir du moment où tu te plais dans la boîte où tu es et que ça se passe bien, bah forcément, tu auras plus d'opportunités que si tu restes strictement dans le monde des études. Et puis, ça te permet aussi de tester, comme tu le disais, de voir si ça te plaît vraiment sur le terrain. Parce que ce que tu apprends et ce que tu as dans le monde du travail, hashtag le même CF épisode avec Flo, c'est la même chose. J'ai l'impression de faire plein de références, mais comme on parle du monde du travail, c'est forcément lié. C'est assez différent. Donc, c'est bien d'avoir toujours un pied dans le monde du travail. Oui, et puis en général, ce que je disais, c'est que l'entreprise paie pour tes études et te forme à être son propre salarié. Donc en général, si ça se passe bien, ils n'ont pas intérêt à chercher quelqu'un après à l'issue de tes études. Carrément. Et du coup, comme tu nous parles de la rédaction où tu es aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous parler un peu quel est de ton quotidien en fait? Comment ça se passe une journée type d'une journaliste? Mon quotidien est assez particulier. Je pense que ça se passe pas pareil dans toutes les rédactions. Parce que moi, je suis dans un hebdomadaire. Et on est une toute petite équipe comparée au gros quotidien que les gens ont l'habitude de lire. Moi, je suis dans de la presse spécialisée. C'est combien de personnes, du coup, environ? Là, dans mon cas, on est 3 journalistes et une quinzaine de pigistes pour couvrir toute la région. C'est vraiment rien. Vraiment rien. Moi, par exemple, quand j'étais dans la rédaction de La Voix du Nord Valenciennes, rien que pour le valenciennois, il y avait, je voudrais pas dire de bêtises, mais entre 5 et journalistes, tu vois. Tandis que nous, pour toute la région, on est 3, plus des pigistes. Ouais, donc ça fait c'est pas le même rythme. Et donc ma journée type, c'est ça se sépare entre du secrétariat de rédaction. Donc le secrétariat de rédaction, c'est relire les articles des autres, donc de tes collègues, de tes pigistes, pour savoir pour t'assurer qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, pour mettre en page, etc. Ensuite, je pars en reportage et j'écris. Et après, il y a tout ce qui est réponse de mail, coup de téléphone pour fixer des dates d'interview et ce genre de choses. Mais en général, c'est ça le cœur du métier, quoi. Du coup, tu dirais que tu passes combien de temps à peu près sur le terrain, faire des interviews? Peu de temps, en fait, parce que comme je le disais, je fais le secrétariat de rédaction en même temps. C'est spécifique à ta rédaction qui est ça? En général, dans les autres journaux, il y a un secrétaire de rédaction qui ne fait que ça. Il ne rédige jamais d'article. Ok. C'est intéressant à savoir. Ouais. Je ne savais pas du tout. Donc moi, sur ma fiche de salaire, c'est écrit journaliste polyvalent. Ça veut dire que je peux tout faire en même temps. Je sais tout faire, je suis un mouton à 5 pattes. Mais j'ai pas de salaire. Hein. Ah non, ça c'est dommage par contre. Les gars, si vous nous écoutez... Non, je rigole. On va faire une cagnotte Litchi, tu sais. Grave. Aider Camille à gagner plus en tant que journaliste polyvalente. Du coup, tu disais, c'était quoi ta question? En fait, je t'avais posé quel était ton quotidien. Moi aussi, je suis perdue en fait. Non. Donc, mais si ça se passait comme ça à chaque fois. Et combien si c'était spécifique en fait à ton... Si en fait le secrétariat de rédaction c'était spécifique à ta rédaction, mais du coup tu m'as répondu. Ouais, non, tu me demandais aussi
combien de temps j'étais sur le terrain par semaine à peu près. Je dirais que je fais 3 reportages par semaine. En tout cas, j'essaie d'écrire 3 articles par semaine. Alors, les gens qui... si j'ai des gens que je connais qui travaillent dans des quotidiens m'écoutent, ils vont halluciner parce qu'il y en a qui écrivent 3 articles par jour. Mais il faut savoir que dans un format magazine comme le mien, quand on écrit des articles, ça peut être des articles de 2 à 3 pages. Donc, ça prend du temps. Tandis que dans les quotidiens, c'est des plus petits articles. Ce qu'on appelle du 1500 signes, un feuillet. Et donc, ça fait un quart de page à peu près. Et c'est quoi comme type d'info, du coup? C'est plus faits divers Ah, pas du tout. Infos, pour moi Ok. Non, dans mon cas Non, pour du coup les autres personnes, pour les feuillets, ce que tu appelles les feuillets, si je dis pas de bêtises. Ouais, les feuillets, en fait, c'est juste un format type de texte, en fait. C'est le nombre de lignes que tu mets dans un article. Mais du coup, c'est peut-être intéressant d'en parler aussi. Moi, ce que je traite, c'est uniquement de l'actualité économique. Donc, ce qui se passe dans la région, des entreprises qui se créent. Là, on parle énormément de la crise, forcément. Mais dans les quotidiens, ça touche un peu de tout. Il y a de la vie associative, de la vie politique, on parle beaucoup des municipalités. Et pour les faits divers, tu as des personnes dédiées qui ne font que ça, parce que c'est quand même des sujets super touchy, et on appelle ça des faits diversiers. Ok, tu vois, je savais pas du tout ça. Très intéressant. Ouais, c'est un type de journalisme bien précis. Et c'est spécial dans les quotidiens. T'as les journalistes qui font un peu tout, mais t'as en général le journaliste sportif et le fait diversier qui divergent un peu. Ok, ouais, c'est un peu des... C'est comme si t'avais des départements en fait. Ouais, c'est ça, mais genre, c'est un peu... Tu t'en retrouves partout, ce type de journaliste-là. Dans les quotidiens, dans ce type de presse. Ouais. Ok. Et justement, comme on parle, on va plus dans le détail par rapport aux articles, ça m'intrigue un peu. Comment tu prépares tes interviews? Tu me disais tout à l'heure que tu étais un peu stressée à l'idée que je te pose la question, mais tu vas me poser quelle question parce que tu n'avais rien préparé. Et en fait, je dois t'avouer que je prépare très peu, moi aussi. Ah, tu me rassures, c'est bon, j'ai eu peur, je me suis dit ça y est, je suis discréditée, je ne suis pas une bonne podcasteuse. Non. Quand je maîtrise pas le sujet, je fais bien attention à préparer mes questions, à me renseigner un peu avant. Mais j'écris beaucoup de portraits d'entreprises, donc des portraits de nouvelles startups qui viennent de se lancer, j'explique leurs projets, etc. Et dans ces cas-là, je préfère laisser aller la discussion, tu vois. Il y a les questions basiques, c'est ce qu'on appelle les 5 W, c'est ce qu'on apprend à l'école. Donc je vais le faire en français du coup, mais c'est où, quand, comment, quoi Non, tu l'as dit. Comment Quand Je l'ai dit. Non, tu l'as dit. Qui, quand, comment, où, pourquoi Bien. Et du coup, je crois que l'eau en français, c'est les 5 Q du coup, non? Les 5 Q. Bref, ils sont en train de se transformer en podcast olé olé. Non, mais si, mais je sais pas si j'ai déjà entendu ça en anglais. Quand tu sais, on avait des cours d'anglais genre au lycée. Pour quand tu devais parler. Quoique si, en français aussi, elle nous disait ça, mais je me rappelle pas en fait qu'on les nommait les 5. Bah non, on va dire ça, moi ça m'amuse. Mais ça y est, ça va être son mot. Si je lui dis choisir un mot pour parler de cet épisode, elle va me dire les 5 Q. Franchement, ça peut être une bonne accroche pour ton podcast dans la description. Ah ouais, mais je sais pas. Ouais. Écoute, un jour, c'est une très bonne idée. On lancera des paris, on demandera à tous les invités de me challenger. Et chacun, ça va faire beaucoup parce que mon intro, elle fait pas non plus. C'est pas un article de 2-3 pages, hein, si tu vois ce que je veux dire. 5 feuillets. Non, mais vous pourrez choisir des mots que je serai obligée de mettre dans un épisode spécial. On verra. Et je pense à ça aussi, sans transition, mais je me dis... non, j'ai d'abord une question par rapport à ce que tu disais. Parce que, en fait, j'étais en train de me dire aussi, j'adore me dire des choses, tu vois, je parle beaucoup toute seule.
quand tu vas voir certains entrepreneurs, certaines boîtes, ça doit être assez compliqué aussi de comprendre certains termes, parce qu'en fait, même si tu parles de tout, en fait, tu n'as pas forcément le vocabulaire de base. Comment ça se passe? Comment tu arrives à justement réussir à comprendre ce qu'ils racontent? Est-ce que tu as des petites techniques pendant l'interview? Déjà, de base, faut avoir une certaine assurance et se dire que quand t'es journaliste, t'es pas censé tout savoir. Ton métier, c'est de poser les questions pour en apprendre tous les jours. Parce que sinon, sinon, il n'y a pas besoin de journaliste si tout le monde savait déjà tout. Donc, en étant journaliste, je me dis que je ne suis spécialiste de rien et que c'est mon métier de poser des questions. Donc, je ne dois pas avoir peur de poser des questions bêtes. Après, il y a des fois où c'est quand même plus intimidant. Surtout dans mon cas, parce que du coup, je côtoie beaucoup de dirigeants d'entreprise qui parfois me voient arriver, et moi, la petite blonde avec ma voix toute fluette, à peine 25 ans, tu vas parler de chiffre d'affaires avec eux, ils vont te regarder de haut en disant « Mais tu connais pas tout ça ?» Et des fois... T'as déjà eu des situations où des gens te prenaient un peu de haut? Quotidiennement. Je dis un peu, mais en fait, qui te prenaient tout court de haut? Quotidiennement, déjà, surtout en ce moment, par téléphone aussi, parce qu'il y a beaucoup d'interviews qui se font par téléphone en ce moment, puisqu'on ne peut plus trop se rencontrer à cause du virus. On ne me juge que par ma voix, on ne voit pas mon visage, et plusieurs fois, je me prends des reproches en disant « Non, mais de toute façon, je vous parle de ça, mais vous êtes sûrement trop jeune pour comprendre. » Et tu penses que c'est spécifique au fait que toi, tu sois dans de la presse économique? Ou est-ce que tu as déjà échangé avec des collègues qui n'avaient pas du tout ça ou qui avaient carrément la même chose? Alors, je suis la plus jeune de ma rédaction. Donc, mes collègues ne peuvent pas trop témoigner de situations identiques. Après, pour avoir travaillé dans de la presse quotidienne, j'avais jamais eu ce genre de remarques. Mais parce que dans la presse quotidienne, tu rencontres surtout de la vie associative ou des gens comme toi, en fait. Tu écris tu interroges tes lecteurs, en fait, quand tu travailles dans de la presse quotidienne. Il y a toujours une certaine proximité. Tandis que le monde économique, c'est un peu plus compliqué à aborder. Et tu gères ça comment quelle est ton attitude quand justement on te fait des petites remarques comme ça qui peuvent te déstabiliser? Je reste courtoise et ça c'est peut-être un peu mon problème. Je devrais peut-être m'affirmer un peu plus. Mais typiquement, quand je suis gênée, je vais rigoler et je vais laisser passer. Mais de moins en moins, parce que j'ai eu une expérience il n'y a pas longtemps qui m'a un peu appris à m'affirmer. Et alors là, c'est hyper étonnant, c'était pire que me prendre de haut, c'est carrément me prendre pour une conne et du coup décider qu'on allait changer de sujet pendant l'interview. C'est-à-dire que le gars s'est dit, le gars s'est dit, elle comprend rien à ce que je dis, c'était un développeur. Effectivement, je posais beaucoup de questions parce que je comprenais pas ce qu'il me disait. Et il s'est dit, elle a l'air un peu bête, mais elle est jolie, donc on va essayer de la draguer. Non, spill the tea, pardon, j'allais dire n'importe quoi en plus, je voulais faire l'anglaise cheap, tu coco. De Mich. Raconte-nous ce qui s'est passé là. Oui. La tension est à son comble. La tension. Même moi, tu vois, je suis un peu déstabilisée quand je le raconte encore. Mais donc oui, c'était en septembre. La situation était déjà très bizarre de base. Parce que c'est un entrepreneur qui était en home office. Donc, j'avais rendez-vous chez lui pour discuter de son travail. Et ça, tu le savais? Maintenant... Ah, wow. Non, parce que, en fait, j'ai l'habitude d'aller voir des start-upers dans des incubateurs, etc. J'ai pris le rendez-vous, j'étais un peu pressée, on m'a donné une adresse, je me suis dit, ok, j'y vais. Et j'ai pas regardé avant à quoi ça ressemblait, tu vois, sur Google Maps. Et là, tu l'as eu du jour au lendemain ou c'était il y a des fois où ça se passe très vite. Tu vois, c'était peut-être une semaine où on était un peu dans le rush et à court de sujets, il fallait que ça se fasse vite. Donc, j'ai pas trop réfléchi ou j'étais peut-être surmenée tout simplement. Et voilà, j'y suis allée parce que c'était mon quotidien en fait. Et donc là, je me retrouve face à une maison. Le gars m'ouvre la porte et me dit il fait beau et puis c'est le Covid et tout. Au lieu de garder le masque, on peut faire l'interview
sur ma terrasse. Ok. Au lieu de garder le masque, oui, mais justement, c'est le Covid. Ouais, mais tu vois, j'ai accepté parce qu'on était encore... tu sais, c'était la fin de l'été, ce moment de flottement où on se sentait encore un peu plus on savait libre. Pas trop, ouais, c'est ça. C'était toléré. Bon, c'était en plein air. Les restaurants étaient encore ouverts. Bon. Bref. L'époque révolue de la joie et du bonheur. C'était le monde d'avant. Ouais. Et donc, plein après-midi, fin d'été, le matin il faisait très frais, j'avais mis un pull, l'après-midi je n'étais pas rentrée chez moi pour me changer, j'avais toujours ce pull alors qu'on était en plein soleil. Je lui pose mes questions, etc. Je creuse, etc. Je rame pour comprendre ce qu'il me raconte parce qu'il était super technique. Je vois qu'il commence à perdre patience, mais d'un coup, il me regarde et il me dit t'as pas chaud avec ce pull? Donc déjà, il me tutoie. Mais tu vois... Alors qu'il t'avait vouvoyé avant? Non, d'entrée, il m'a dit bon, bah, je vois qu'on est tous les deux jeunes, on n'a qu'à se tutoyer. Oh, ça m'énerve, ça, parfois. Ou tu sais, genre, t'as des institutions un peu genre... Banque, bon, c'est pas mon banquier, c'est pas vrai, mais je veux dire des trucs administratifs où les gens, ça y est, ils se disent... elle est jeune, je vais la tutoyer, alors que toi, c'est en mode oui, je suis plus jeune que toi, mais j'ai 25 ans en fait. Dans 5 ans, j'ai 30 ans. Je suis une adulte, mais non, mais c'est juste que ça fait pas sérieux, tu vois. Tu te dis, on va parler de quelque chose de sérieux, un crédit, j'en sais rien. Je cite l'exemple de la banque, c'est faux parce que j'adore mon banquier. D'ailleurs, s'il m'écoute, je l'aime. Toi, tu cherches des financements. Je cherche des financements, grave. Si vous voulez me financer, n'hésitez pas. Non, mais plus sérieusement, en vrai, il est vraiment adorable et j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Mais c'est plus... ouais, j'ai déjà eu plusieurs fois des gens comme ça qui me tutoyaient et je trouvais ça complètement désadapté. Surtout qu'ils te demandent... Enfin, ils te demandent pas ton avis. Ils déguisent ça sous un... On est tous les deux jeunes, donc je te tutoie. Mais cet argument à 2 balles, là, non, merci. Bah, dans ce cas, je tutoie aussi, par contre. Ah, t'as complètement raison, désolée, j'étais en train de boire un petit coup d'eau. Mais oui, normal. Après, tu tutoies, t'as raison. Mais des fois, ça m'arrive. Hein. C'est vrai que dans le monde de la Startup Nation, ça se tutoie beaucoup. Et je vois que mes collègues le font, donc ça passe. Bref, là, je pensais que ça allait passer. Ou tu connais quelqu'un aussi, désolé. Je pense que aussi journaliste, relations presse, entreprise, au bout d'un moment, ouais, quand tu te au connais, moment, bah voilà, t'as un cercle, tu te fais un réseau. Et ouais, c'est lié du lien pour avoir des infos, mine de rien. C'est ça. Je te laisse continuer. Voilà. J'en étais où? Donc il me tutoie. Pour me demander d'enlever mon t-shirt. Est-ce que je l'ai dit ça? Enfin, d'enlever mon pull. Ouais, tu nous l'as dit, mais reprends, vas-y. Donc il me dit, mais t'as pas chaud avec ton pull? Ah oui, donc c'était là, j'en étais là. Et donc je lui dis, bah effectivement, je commence à faire chaud, mais ce matin, il faisait froid quand je me suis habillée, j'ai mon pull, ça va, je gère. Et là, il me dit, ah bah c'est quand même dommage qu'on soit dans ce cadre professionnel, sinon t'aurais pu l'enlever. Oh, horrible! Mais il est malade! Et là, donc, dans ma tête, ça faisait un peu ce que tu viens de dire, mais moi, je suis totalement consternée. En fait, je dis rien du tout. Je laisse passer et j'essaie de reprendre mon interview comme si de rien n'était. Bon, il voit dans mon regard que ça va pas. Je dois peut-être laisser un truc genre, c'est pas approprié, quoi. Mais normal. Je reprends l'interview et il fait plein d'allusions comme ça. Il y a un moment où il doit m'envoyer un fichier par mail, tu sais, en disant bon bah voilà, je vous envoie ça, comme ça vous pourrez vous appuyer dessus pour écrire l'article. Je le fais en direct, comme ça j'oublie pas de le faire. Je lui dis ok, très bien, ça me va bien. Et donc il m'envoie sa pièce jointe en direct et il me dit bon par contre j'ai pas mis bisous en signature. Oh wow, et comme ça tout le temps il en rajoute et moi je ne sais plus où me mettre, je ne sais plus quoi faire, je suis coincée. Donc je lui dis ça commence à être gênant, c'est pas le moment quoi. Et je termine l'interview et il me propose un verre. Genre je ne sais rien proposer à boire, vous voulez quelque chose, enfin tu veux quelque chose, donc je lui dis bah non, moi j'ai un article à écrire, des mails à traiter. De toute manière, on a déjà abordé tout ce qu'il fallait aborder. Je dois rentrer chez moi. Et
Et là, il me dit, ah, mais j'ai pas dit qu'on devait parler. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Mais il est timbré, ce mec. J'en rigole encore, mais c'est nerveux, je pense. Là. C'est nerveux. Mais vraiment, c'est horrible de faire ça. Mais surtout que tu l'as arrêté tout du long. Enfin, je veux dire, c'est clair quand même quand tu dis c'est gênant, faut arrêter. Le gars, il continue. Il va toujours plus loin jusqu'à le consentement, mon gars. Stop. Mais c'est surtout que, tu vois, tu me l'avais déjà raconté du coup. Quand on avait essayé, mais ça me choque toujours autant, de un. Mais surtout, je me dis, ça m'avait pas forcément choqué la formulation, mais là, ça me choque, c'est que on aurait pu faire ça. Il te demande même pas, tu vois. Donc, le gars, il présuppose que toi aussi, t'es tombé sous son charme. Mais calme tes hormones, c'est professionnel uniquement, en fait. On en reparlera parce qu'il m'en a parlé par téléphone ensuite. Parce que, du coup, je veux rentrer chez moi, donc je dis que je dois partir. Il me propose quand même de me ramener à ma voiture. Je dois fuir ? Non. Il me propose de me ramener à ma voiture. Je dis non, je suis une grande fille, je peux y aller toute seule. Bref, j'arrive à partir, enfin. Dans la voiture, j'appelle ma collègue puis mon chef pour raconter ce qui s'est passé. Merci à eux, ils m'ont dit non mais c'est inadmissible, on ne fait pas l'article. C'est trop cool qu'ils aient réagi comme ça. Et je laisse passer plusieurs semaines. Et là, je reçois un jour un appel. Je reconnais le numéro, je décroche quand même. Et il me dit « Allô Camille, ça va ?» Non mais... Stop. En fait, je me posais des questions parce que j'ai toujours pas vu l'article passer. C'est parce que t'avais pas compris quelque chose? Encore une fois, il me prend pour une conne, tu vois. Je suis pas capable de comprendre ce qu'il me raconte. Et donc, je lui dis, bah non, j'ai très bien compris, je savais très bien quoi écrire, sauf que, en fait, vu ce qui s'est passé, on ne passera pas l'article. Et là, il comprend pas. Il commence un peu à pleurer dans les chaumières, tu sais. Ah non, mais vous comprenez, tu comprends, là, je dis, non, c'est vous. Oh, mais vous comprenez, je viens de me lancer, j'ai besoin de visibilité, faut qu'on parle de moi. Et du coup, je lui réplique que si je parlais de lui, ce serait pas forcément bien, donc il fallait qu'il s'estime heureux que je n'écrive pas d'article sur lui. Et que, de toute manière, visiblement, l'image de son entreprise lui importait peu au moment T, vu ce qu'il se passait. Et là, il me dit « Non mais vous comprenez, vous me plaisiez vraiment et... c'est le Covid, moi je suis entrepreneur en home office, je vois personne, je rencontre personne, j'avais envie de faire une rencontre. » Non mais il y a des applications de rencontres pour ça en fait, mon gars. Le gars désespéré. Et donc je lui dis bah très bien, sauf que je vous ai dit que ça me gênait et que c'était pas l'endroit pour faire ça. Et il me dit oui mais vous savez, parfois on dit que c'est gênant mais quand on insiste un peu ça fonctionne. Wow, non mais ça c'est à mettre sur un compte Insta où on va dénoncer ça. Il est malade quand on insiste un peu. Non, ça passe pas en fait. Non, mais t'imagines l'image juste, t'as un garage, t'as une voiture qui manifestement ne peut pas rentrer. Si tu forces la voiture, l'image, j'adore. En fait. Non mais je sais pas pourquoi j'ai des problèmes de garage ces temps-ci, donc tu vois ça me trotte dans la tête. Non mais vraiment mon gars, non. Déjà il y a le consentement, c'est simple, clair. Mais surtout on est en 2000, du coup c'était en septembre. On est en 2020 mon gars. Enfin genre. MeToo, tout ça. T'allumes la télé parfois, tu te renseignes. Mais ouais. Et après, on nous dira le féminisme. Non, mais désolé, mais quand j'entends le féminisme, on n'en a pas besoin. Nous aussi, on a besoin d'avoir plus de droits. Oui, enfin, on a quand même beaucoup moins de droits que vous sur plein de trucs. En fait, enfin, je rétablis le truc sur ça. Ça m'agace quand les gens disent oui, mais le féminisme, tu comprends. En fait, vous détestez les hommes. Alors déjà, complètement non. Je suis quasi sûre que je l'ai déjà dit dans un épisode, mais le fait d'être féministe, ce n'est pas détester les hommes. Les femmes et hommes qui sont comme ça, c'est leur problème à eux. C'est un extrémisme. Mais là, on n'est pas dans le... Mais c'est juste que, genre, il faut aussi admettre que, imagine si une femme avait fait ça.
Bah après, il y a des femmes aussi. En vrai, je peux pas dire. Je pense qu'il y a un MeToo à avoir au niveau masculin. Je pense qu'il y a eu aussi des harcèlements de femmes auprès d'hommes. Mais c'est vrai que nous, c'est assez quotidien où il y a des choses comme ça complètement inappropriées. Genre, juste un exemple, tu vois. Bon, c'est pas. Pour le coup, c'est pas non plus un truc horrible, mais tu vois, genre, si ça avait été en pleine nuit et que ça avait été avec quelqu'un d'encore plus bizarre, je pense que j'aurais eu peur. J'ai une petite anecdote qui m'est arrivée, genre, je pense que c'était hier en plus. J'étais au tram, j'étais en train de regarder mon téléphone normal. Et puis, il y a le tram qui arrive. On était en plein jour. Hein. Il y a un mec qui me dit « Le tram arrive, hein !» Le tram, c'est le tram D, peut-être que vous le prenez pas, mais d'un air hyper bizarre. Et au début, je me suis dit, ah, c'est chou, il veut que je le prenne. Et après, je me suis dit, mais c'est inapproprié. Enfin, je sais tout, c'est pas un truc où je me dirais, waouh, c'est horrible, mais je me suis juste dit, pourquoi il fait ça? Et je pense qu'effectivement, c'était une tentative d'approche, mais j'ai l'impression que nous, enfin, c'est constant qu'on ait des choses comme ça. Et je trouve ça un peu lassant. Qu'on nous dise oui, arrêtez de nous saouler, parce que ça, c'est encore hyper gentil, ça reste simplé, enfin, c'est gentil en fait. Parce qu'en plus, ça n'attaque pas ton physique. C'est ça, mais je veux dire, est-ce que c'était nécessaire? Je ne pense pas. Et puis, pour le coup, moi, je me suis assise hyper loin dans le tram, et tu vois, il aurait pu, enfin, clairement, il me regardait, je me suis dit, il veut me manger ou calme-toi, en fait. Et je trouve qu'il y a des situations où carrément, il y a des mecs qui s'énervent et tout, il y a des choses quand même à dénoncer, il y a un traitement, alors que si tu faisais ça à un mec, dans la plupart des cas, je dis pas qu'il y a des meufs qui font ça de façon inappropriée, hein, mais ça passerait mal. Donc, faut pas non plus nier qu'il y a quand même des choses qui sont pas cool et que malheureusement, c'est au détriment des femmes. Et là, clairement, ton exemple, on est en plein dedans, quoi. Moi, pour le coup, c'est pas vraiment. Mais le problème, c'est qu'après, tu te poses des questions. Je me suis dit, parce que moi, ce jour-là, j'étais en jupe. Je me suis dit, est-ce que c'est parce que je portais une jupe? Sachant que quand je suis arrivée devant sa maison, et que j'ai sonné, j'attendais, il y a un camion qui est passé et qui m'a klaxonné juste avant que je rentre. Et c'était genre annonciateur. Et limite, je me suis sentie obligée de le justifier. Quand je suis arrivée au bureau le lendemain, j'en ai reparlé avec mon chef. Et je lui ai dit, mais oui, mais tu sais, oui, peut-être je portais une jupe, tu penses que c'est problématique. En fait, tu te sens obligée de revoir ton fonctionnement. Tu te demandes ce qui va pas, en fait. Tu te sens... T'es victime, mais en plus, t'as la culpabilité. Mais c'est ça, je pense, qui est horrible, c'est qu'on est dans la société, en fait, quand tu subis ce genre de choses, on te pose des questions qui n'ont rien à voir. Parce que pour le coup, déjà, moi, je suis persuadée que c'est pas la façon dont tu t'habilles. Et tout le monde a le droit de s'habiller comme il veut, tant qu'il n'embête pas les autres. Mais surtout, il y a plein de nanas qui ont eu des gros problèmes par rapport à ça. Et qui étaient, par rapport à des mecs qui avaient des attitudes inappropriées et qui n'étaient pas habillés de façon courte, légère, inappropriée, bien sûr, sexy. C'est quoi quand on nous dit des tenues inappropriées? Ce terme, je l'aime pas en fait, parce que je me dis à quel moment t'es inappropriée? Ton attitude, elle est appropriée peut-être? Comment tu parles aux gens? On est comment d'accord. Tu les traites? On est d'accord, mais là... Et ils se remettent pas en question. Là, ici, c'est pas remis en question en fait au final. Si, à la fin, il m'a quand même remercié. Il m'a dit... en tout cas, merci, j'ai compris la leçon, maintenant je saurais comment aborder une femme. Bah oui, mon garçon. Il avait quel âge environ, ce gars? Il m'avait glissé qu'il avait... En plus, lui, il l'avait précisé, il avait 32 ans. Et il avait réussi à le glisser dans la discussion quand j'étais chez lui. Tu sais, il envoyait les infos comme ça. 30 ans? Ouais. Ça fait 30 ans qu'il s'est pas éduqué, il sait pas comment draguer une meuf. Mais mon gars, perdu en fait. Bah oui. Il a pratiquement... C'est moi, j'ai 10 ans de moins que lui. Et je vais lui apprendre la vie, quoi. Eh ben, ça fait pas plaisir en tout cas, mais par rapport à toi, le monde du journalisme, tu trouves qu'il est sexiste? Justement, en général? Ça me fait rebondir sur ça. Est-ce qu'il y a un problème dans le journalisme? Ou est-ce que là, du coup, c'est parce que c'est le monde économique des entreprises? On dit pas que tout le monde est comme ça. Hein. Je répète, il n'y a pas de généralité à faire. Je vais pas m'éterniser là-dessus, mais c'est pas la seule expérience que j'ai eue. De toute façon, voilà, les gens qui récupèrent ton numéro après un interview et qui essaient de te recontacter pour d'autres motifs, ça arrive souvent, et pas qu'à moi, j'en ai déjà discuté avec d'autres copines du même métier. Donc ça arrive tout le temps. Maintenant, est-ce que c'est un milieu plus sexiste que d'autres? Je ne sais pas, je pense que malheureusement, c'est un poison qui a atteint tous les secteurs en fait. Ouais.
toute la société. Ouais. Clairement. Après, oui, Complètement on d'accord. en avait parlé la dernière fois, il y a quand même un compte Instagram qui était sorti. Balance ta rédaction. Mais t'en as plein d'autres. T'as plein d'autres comptes dans tous les secteurs d'activité. Donc, balance ta start-up, balance ton agency. Je crois que je les suis tous. Même, il y a un truc au niveau hospitalier. Enfin, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses. Il y a cabinet aussi. Donc, tout ce qui est avocat, même audit. Mais dès que tu es en relation avec quelqu'un d'autre, en fait. Là, typiquement, le journalisme, c'est un métier de réseau, tu essaies toujours de te faire bien voir, etc. Et des fois, le fait que tu sois un peu trop souriante, on a l'impression que tu envoies des signaux, alors que non, pas du tout. Et si tu fais la tête, on va te dire « Ah, cette nana-là, elle sourit jamais, elle est chiante. » Et c'est une mal baisée, parce qu'un tu mec... vois, on va tout de suite dire ça. Ouais. Alors qu'un mec qui fait ça, tu vois, moi, ça m'énerve un peu parce que je suis quelqu'un de souriant de base, je pense. Et pourtant, pareil, ça a été parfois mal interprété. Pas forcément sexisme, mais on pense que je suis fake ou quoi. Et ça me saoule parce que des fois aussi, j'ai pas envie de sourire. Pour le coup, je suis assez entière. Si j'ai pas envie de sourire, je vais pas sourire. Je vais pas traîner ma mauvaise humeur au bureau, mais juste, ça va se voir que je suis pas dans mon assiette. Et quand on me dit « Ah, t'es pas en forme, qu'est-ce que t'as de mauvaise humeur ?» Ça me saoule, j'ai envie de dire « Mais ça te regarde pas. » Lui, il fait tout le temps la tête. Là, Roger de la compta, il fait tout le temps la tête. Tu lui dis jamais rien. Alors arrête de me saouler, en fait. Je sais pas pourquoi. J'aime bien la compta. Hein. C'est la deuxième fois que je pense à cet exemple-là dans des épisodes. Tu disais que t'avais des soucis de garage, de voiture quand tu parlais de garage. J'imagine que ça doit pas aller très bien en ce moment. Non, ça va. Non, ça va. On a failli être inondé, au calme. On adore Bordeaux et ses éléments naturels. Fallait rester dans le Nord. Ça va. Ouais, des fois, je me dis, dans le Nord, on n'avait pas ça au moins. C'est joli, hein. L'eau, c'est joli, hein. Mais alors, quand c'est dans ton garage et que ça... Non, ça fait chier. C'est moins joli. Ouais, comme tu dis. Non, mais tout va bien, ça va. Mais je remarque aussi cette tendance qu'on a de devoir paraître toujours souriante, positive, bienveillante, empathique. Alors que, c'est pas forcément des qualités à proprement dit féminines. Et si on sourit pas, c'est juste qu'on n'a pas envie de sourire. Et au moins, on aura moins de pattes de rides, là, je sais pas trop quoi. Enfin, même si on s'en fiche. Hein. Moi, je suis mal barrée. Je suis très, très mal barrée. Non, mais moi aussi. Moi, j'en ai déjà plein. Je vois des meufs qui ont genre 10 ans de plus que moi, qui ont moins de rides que moi. Mais je m'en fiche. Ça prouve que je suis en vie. Que j'ai vécu jusque-là. Non, mais... tout ça pour dire aimez-vous, les gars, mais et les meufs, surtout. Hein, mais... ouais. C'est encore compliqué. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire dans la société pour que les gens apprennent à tous s'aimer, arrêter de faire des choses qui sont complètement incohérentes, vraiment stupéfiantes, mais pas dans le bon sens du terme. Tu m'étonnes. Et je me pose aussi la question, tu vois, comme on parlait de balance ta rédaction, en fait, c'est un parallèle que je fais, je ne sais pas si c'est forcément pertinent, mais on voit beaucoup de différentes formes de journalisme. C'est pas qu'on voit, c'est qu'on a vu surtout beaucoup de formes de journalisme apparaître qui sont pas celles qui étaient assez traditionnelles. Déjà, je pense que le format papier, tu nous en diras plus, mais a un peu disparu au profit du digital. Mais par exemple, quand on voit Brut et Combini, tu vois, moi j'ai du mal à distinguer si c'est du journalisme ou de la communication. Ouais, totalement. C'est parce qu'ils font du... Le terme, c'est pas brain content. C'est du native advertising, je pense. Ouais, ça me dit un truc. C'est ça. Parce que j'avais regardé j'essaie de ressortir. En fait, j'ai suivi la semaine dernière une formation sur le référencement, etc. Donc, j'essaie d'étaler ma science et tout ce que j'ai appris il y a 7 jours, tu vois. Mais oui, c'est ça. C'est du native advertising. Et du coup, en fait, Brut ne reçoit aucun... tout est gratuit, en fait. Donc, le seul moyen de survivre, le modèle économique, c'est de faire passer de la pub en faisant croire que c'est de l'information. Ils se font payer pour qu'on parle... ils font des reportages sur les boîtes, mais se font payer par ces boîtes. Alors après, ça pose la question un peu de, tu vois, pour moi, du journalisme, tes sources sont fiables. Ça pose un peu toutes ces questions-là, la légitimité, la déontologie. Waouh, j'ai eu du mal à le dire. Tout dépend, parce qu'au final, moi, c'est un peu aussi ce qu'on fait
j'allais dire le nom de mon journal, mais dans mon journal, on parle forcément que de marques, que d'entreprises, etc. Donc on peut croire que ça fait très pub. Sauf d'ailleurs, on ne se fait pas ça payer fait pas pour trop écrire. pub le tien pour le coup. Je faisais de la veille presse dans mon ancien boulot et je lisais pas mal le tien. C'est pour ça que je t'envoyais des articles à chaque fois. Regarde, c'est toi qui l'as écrit, c'est magnifique. J'étais trop fière de toi comme une petite maman. Mais c'est vrai. Ouais, je te jure, à chaque fois, je te dis regardez, c'était n'importe quoi. Mais bon, et moi, je me dis une lectrice. Non, mais vraiment, je le lisais à chaque fois et puis j'étais contente du coup parce que souvent, je sélectionnais tes articles. Je disais, c'est intéressant. En plus, c'est elle qui l'a écrit, quoi. Je suis fière d'elle. Mais je trouvais pas qu'il y avait ce rapport-là parce que pour le coup, c'était de la mise en avant d'entreprise, mais c'était super intéressant parce que tu en apprenais plus sur le tissu local. Mais là, Brut, ce que tu me dis, ce que je comprends, parce que je m'en doutais, mais du coup, c'est des pubs à côté des vidéos ou c'est vraiment les sujets dont ils parlent qui sont au final des entreprises qui les rémunèrent parce que les sujets sont assez engagés. C'est ça, c'est les entreprises qui les rémunèrent. Mais je pense que dans ce cas, ils ont quand même la liberté de choisir l'angle et ce qui est évoqué. Tant qu'on parle, par exemple, admettons, je dis n'importe quoi, c'est le premier truc qui me vient, mais admettons Danone paie Brut pour un reportage. Brut choisira quel aspect de Danone ils vont évoquer dans le reportage. Donc là, donc il y a quand même une certaine liberté. Voilà. Enfin, du coup, là, déontologiquement, ça va quand même. Par contre, si Danone dit voilà, on veut un reportage brut sur cet aspect, on l'impose, etc. Là, c'est de la communication. Ouais. Ok, mais parce que j'ai l'impression que tu vois, Brut, ils sont assez engagés quand même. Ou par exemple, quand j'avais vu une vidéo, si je dis pas de bêtises, sur la vie de Meryl Streep. Et là, c'est pas Meryl Streep qui les paye, ça c'est qui? Ah bah après, il y a des reportages pas rémunérés du tout. Hein. Ok, donc il y a un peu de tout en fait. Il n'y a pas forcément que des reportages rémunérés, mais il y en a quand même. Exactement. Ok, je me renseignerai un peu parce que j'aimerais bien savoir s'il y a quelqu'un qui le sait, combien il y a de reportages rémunérés environ, quel est le pourcentage de ça, je sais pas du tout. Mais quand tu vas sur leur site internet, t'as de mémoire, t'as aucun encart publicitaire sur les côtés. Comme tu vois sur les autres pages de journaux, en fait. Mais de journaux web, de médias web. Donc vraiment, le seul moyen de faire rentrer de la pub, c'est ce native advertising. Ok. Et tu penses que du coup, la proximité qu'il y a maintenant avec la communication, ce que tu appelles le native advertising, j'ai un accent de merde là aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Je ne sais plus parler anglais. En fait, comme je n'exerce plus l'anglais, mon accent c'est... Mais tout à l'heure, j'étais avec une nana qui parlait en anglais, mais carrément couramment. Tu sais, elle a passé 1 an en Australie. Et parfois, elle parlait, en fait, son accent. Bon, après, je pense qu'elle a pris l'accent australien que je ne maîtrise pas du tout. Du coup, je comprenais rien et je me suis dit, super, je lui ai dit que je maîtrisais l'anglais, on dirait pas du tout. En fait, si, mais le fait de le parler, je ne le maîtrise plus. Je sais écouter une série, un film en anglais, je sais le comprendre, je sais lire, mais alors. L'écouter parfois si c'est un accent différent ou dire certains mots, j'ai oublié. Non, mais on est dans le même cas en fait. Mais c'est parce qu'on ne voyage plus non plus. C'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est pareil, j'ai fait une licence d'anglais. Faites-nous voyager. Avant, je maîtrisais à fond. Et là, plus rien. Je bégaye. C'est fou comment ça part vite. Ouais, pareil. Et je reviens du coup par rapport au journalisme et la communication. Tu penses qu'en fait, c'est 2 domaines qui vont finir par fusionner? C'est quoi l'avenir du journalisme? J'espère pas. Oh là, je ne sais pas, je suis pas voyante. Non, mais selon toi. Si, moi, j'ai cru que t'étais voyante. Bah écoute, on arrête l'épisode parce que je me suis trompée d'invité. Merde. Non, mais c'est inquiétant comme question. Je sais pas. Je pense que non, mais c'est pas forcément dans l'aspect positif, tu vois. Ouais, dans l'aspect négatif, pardon. Moi, je suis assez pessimiste pour le coup, parce qu'il y a de moins en moins de lecteurs qui paient pour lire l'information. Donc, surtout en ce moment, moi particulièrement, c'est honteux parce que je suis journaliste et pourtant, je l'avoue, les infos sont tellement anxiogènes en ce moment qu'une fois que je quitte le bureau, je ne veux plus entendre parler d'actualité, j'allume plus la télé, je ne lis plus de journaux. Donc... Moi aussi, je regarde pas l'actu, alors que tu vois, dans la com, il faut un peu se tenir au fait des tendances, mais ça m'angoisse. Même les réseaux sociaux, pourtant, je suis dans le domaine. Parfois, ça m'angoisse parce qu'il y a
il y a beaucoup d'éléments et mon cerveau, il sature. En fait, j'ai l'impression que mon cerveau, il est boulimique parfois. Et le soir, je vais dormir, je rêve des choses que j'ai vues. J'écoute les musiques, par exemple TikTok, j'adore certaines vidéos, mais ça m'angoisse. Oh là, on ne va pas parler de TikTok. Moi, je déteste ça. Ça m'a toujours foutu une angoisse. Je me sens vieille quand je tombe là-dessus. Mais il y a beaucoup d'infos en fait et c'est illimité. C'est ça qui est inquiétant. Tu peux rester vraiment, je pense que tu peux rester 24 heures facilement dessus. Je n'exagère pas. Je pense que moi, j'ai pas adhéré. J'avais téléchargé l'appli pendant le premier confinement et j'ai vraiment pas adhéré. Ça me tapait sur le système. Pour moi, ça faisait l'effet inverse. C'était pas du tout addictif dans mon cas. En fait, je pense qu'au début, tu peux ne pas adhérer. Ça dépend de ton entourage. Moi, mon mec, il regarde tout le temps. Donc forcément, j'ai fini par y aller parce qu'il y avait des vidéos intéressantes. Et une fois qu'il t'a cerné, c'est difficile de partir. Parce qu'il va te proposer des trucs genre des châteaux mignons, des recettes de cuisine. Moi, j'aime bien tout ce qui est astuces de cheveux, etc. Ou des trucs marrants. Donc, il y a beaucoup de créativité. Pour le coup, il y a des gens vraiment très doués sur TikTok. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a un côté hyper anxiogène, très répétitif, très... c'est vraiment la consommation d'informations. Et puis, c'est tellement court. Du coup, c'est que superficiel, en fait. Il y en a qui arrivent dans le fond, mais ouais. Et pour revenir à la question initiale, c'est comme ça qu'en fait, on éduque les gens à consommer du superficiel, de l'entertainment. Et du coup, les infos de fond, on est en train de les perdre. Plus personne ne lit un article en entier, on survole, et du coup, on se demande pourquoi on se casse la tête à vouloir bien écrire, essayer de faire quelque chose d'original, aller au fond des choses. Si au final, on sait très bien que c'est pas ce que le lecteur recherche. Et qu'est-ce qui pourrait être fait pour que, justement, demain, le journalisme puisse retrouver un peu d'air et c'est au niveau des gens qui lisent, c'est qu'est-ce qui pourrait être la solution? Faire de l'éducation aux médias dès l'école. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas ça. On n'a pas d'éducation aux médias du tout. C'est fou, hein? Repérer les fake news, etc. Arrêter de s'informer sur les réseaux sociaux, surtout Facebook. Je pense que là, que le confinement, il n'y aura pas de débat qui s'ouvrira sur ça, mais le nombre de fake news et puis cliquer sur les liens, ne pas simplement lire le titre et passer à autre chose. Le titre, ça reflète pas toute l'information. Et regardez les sources, regardez les dates de publication. Oui. Combien de fois il y a des articles qui ressortent, t'as l'impression que c'est tout frais parce que tu l'as vu ce matin sur ton fil d'actualité, alors que c'est un article qui a été partagé mais qui a été écrit il y a 4 ans de ça. C'est ça, il y avait une pote une fois qui avait envoyé comme ça un article qui datait de plusieurs années, qui était hyper anxiogène. Et elle dit ça vient d'arriver et tout, pas loin de chez nous. Et je fais mais ça date d'il y a 4 ans en fait. Donc non. C'est vrai que bien regarder les informations, au final on veut tellement aller vite qu'on regarde souvent soit le titre, soit juste le titre du post. Et en fait, on oublie plein de choses. Et du coup, ça nous crée une angoisse qui n'est pas forcément ou un truc bien. On se dit, je sais, alors que non, pas du tout, en fait. Il faut apprendre tout ça. J'espère que les gens sont de plus en plus conscients de tout ça. J'espère aussi, mais je suis pas sûre. Je pense que beaucoup de gens... continue à s'informer de plus en plus sur les réseaux sociaux, Twitter notamment. Et je pense que même toi, tu l'as vu dans tes études et même dans ton métier, tu es obligé, entre guillemets, de regarder un peu pour voir ce qui se fait, parce qu'effectivement, il y aura des fake news, mais il y aura aussi de vraies choses et ça te permet de suivre en direct. Mais je pense aussi qu'il y a une sensibilisation. Et tu vois, moi, j'avais pas fait le chemin de me dire on a besoin de ça, mais je me rends compte que si. Et que c'est nécessaire en fait, parce que sinon on va baigner dans des climats qui sont un peu anxiogènes et qui devraient pas l'être, parce qu'en fait on n'est juste pas bien informé. Et ce qu'il faut, c'est multiplier les sources aussi, ne pas toujours lire les mêmes types d'informations pour garder un œil ouvert sur ce qui se passe et un œil objectif, pouvoir se faire un vrai avis et ne pas suivre l'avis que d'un seul titre de presse. Ça marche. Écoute, d'ailleurs il y a une vidéo hyper intéressante. Je mettrai certainement le titre de cette vidéo et la personne qui l'a faite sur YouTube, où elle parle des différentes sources d'informations. Je ne me rappelle plus le nom de cette fille, mais j'ai trouvé la vidéo hyper intéressante.
Elle fait beaucoup de vidéos sur le féminisme, les livres, ce genre de choses. C'est hyper intéressant. Et justement, elle disait exactement la même chose que toi, qu'il fallait en fait multiplier les sources d'informations et essayer aussi de voir d'autres sources qui étaient un peu plus objectives et qui parlaient de choses qu'on ne connaissait pas forcément. C'est ça, s'intéresser aussi aux à côté. Il y a plein d'articles super cool qui ne traitent pas forcément de l'actualité, mais qui permettent d'avoir une ouverture d'esprit, quoi. Et j'ai une petite dernière question. Enfin, petite, c'est relatif. Qu'est-ce que tu conseillerais Quelles seraient les 3 choses que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait devenir journaliste demain ? Enfin, quand je dis demain, c'est dans le futur. Hein. C'est pas demain. Demain, nous serons le 3 février. Je suis pas prête pour cette question. Ouais, j'aime bien les petites questions comme ça. Ne pas mettre spontané, hein. Ouais, non, ne pas mettre la barre trop haut comme je l'ai fait en essayant forcément d'entrer dans une grande école, etc. Parce qu'il y a plein d'autres moyens d'y arriver. S'amuser en écrivant. Et puis, en dernier... et puis justement, ne pas attendre d'être dans une école pour écrire. Pourquoi pas ouvrir son blog, commencer et continuer à écrire même des choses à côté lorsque moi, je sais que je continue à écrire, même pour moi, tout simplement, en dehors de ma rédaction, pour garder ma patte, me construire une patte. C'est super important d'être reconnu quand qu'on puisse en fait dire cet article-là, c'est cette personne qui l'a écrit sans même voir la signature. Avoir sa petite touche personnelle, c'est super important. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange, c'était super intéressant. Comme beaucoup d'échanges et surtout par rapport à ce milieu-là, je pense qu'il y aura des gens il y aura plusieurs personnes qui auront beaucoup de questions et on fera peut-être un épisode là-dessus parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire, là ça fait 1 heure et je me dis mais j'ai l'impression de pas t'avoir posé autant de questions que j'aurais voulu te poser. Et avec plaisir pour d'autres discussions, il n'y a pas de souci. À très bientôt. À bientôt.